Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je sais que tout le monde va bien, mais je vous pose quand même la question, comment allez-vous? Après cette superbe victoire 1-4 à l'extérieur contre Gironne, j'ai posté sur YouTube un petit post où vous pouviez poser vos questions sur le match. Eh ben, vous avez été nombreux à poser des questions. J'ai pas eu le temps de regarder vos questions, donc on va le faire à chaud comme ça, là, tac, 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 les gars. Je pense que ça va être sympa. En attendant, code promo, les gars, vous voyez les maillots qui sont derrière, vous voulez les mêmes, vous voulez le jaune qui fait rêver, ouh, le maillot jaune qui fait rêver, ouh, 10% de remise avec le code LAFRITE sur levestierstore.com, lien en description, vous savez, les maillots sont de qualité, ils sont bien, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont extraordinaires, ils sont portés par moi, enfin ceux-là, pas ceux que vous allez commander, donc n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve après le générique pour la réponse à vos questions. Alors, quelle question tordue vous m'avez posée? Parce que c'est ça le truc. Alors, quelle question tordue vous m'avez posée? On commence avec Dave le D. Dave le D qui a une chaîne YouTube, les gars. Je vous le dis, je vous le signale. Parce que vous êtes nombreux à être abonnés quand même sur ma chaîne. Et pas suffisamment nombreux à être abonnés sur la chaîne de Dave. Donc, Dave le D. Excellente chaîne YouTube Barça, les gars. Il a commencé il y a 2 ans. Il fête ses 2 ans aussi. Il a un mois de décalage avec moi. Et il mérite de la visibilité. Bien plus que moi, les gars. Bien plus que moi, je vous le dis. Alors, si tu devais pointer un axe d'amélioration, lequel serait-il? Donc finalement, ne vous abonnez pas à lui parce qu'il pose des questions qui sont désastreuses. Quel axe d'amélioration? Alors, quand tu vois le Barça qui gagne 7-0, quand tu vois le Barça qui gagne 1-4, quand tu vois le Barça le début de saison, 15 sur 15, les points, les buts et tout, tu te dis, oh non, ça va bien, il n'y a pas de souci, le Barça travaille super bien, Hansi Flick fait vraiment un travail remarquable. Mais il y a effectivement pour moi des axes à améliorer. Quelle question de merde, Dave. 20 minutes plus tard, en fait, les axes à améliorer, il y en a quelques-uns des axes à améliorer parce que oui, rien n'est parfait, rien n'est beau. Il y a beaucoup de boulot encore à effectuer, donc j'ai envie de vous dire, oui, même si les scores ils sont là, ils sont flatteurs, il y a quand même pas mal de choses à travailler. Et je vais pas vous dire dans la rotation, dans la gestion des hommes, non, vraiment dans le jeu spécifique, dans le jeu qu'on produit actuellement. Il y a souvent, on voit une phase de jeu, donc t'as Casado ou Pedri qui est dans l'axe, qui va chercher Lewandowski ou Rafinha ou Dani Olmo dans l'axe. Et ensuite, on a 3 phases de jeu qui se passent. Ou l'attaquant qui reçoit la balle la remet en retrait vers Pedri ou Casado, et tu vois à ce moment-là, la première phase de jeu, ils écartent automatiquement vers Baldé, ou ils écartent automatiquement, je vais le dire la phrase, vers Lamine Yamal. Et à ce moment-là, il y a ce truc qui doit se passer, c'est-à-dire Baldé doit déborder, Lamine Yamal doit faire son crochet ou déborder et apporter du danger. Ça, c'est la phase 1 qui est assez bien maîtrisée par les joueurs d'axe. Ensuite, il y a une deuxième phase de jeu qui est aussi utilisée assez souvent, c'est la phase où on fait la passe directement, et là, en une touche de balle directement, on la met dans la profondeur pour un autre joueur. On l'a vu avec Rafinha, je l'ai vu essayer, Robert Lewandowski l'essayait, Olmo, je l'ai vu essayer aussi, j'ai même vu Pedri déjà l'essayer. Donc voilà, ça c'est aussi un truc qui se passe assez souvent, et si ça passe, c'est le génie, si ça passe pas, c'est parce qu'il y a un défenseur, une déviation, mais ça c'est dans la phase de jeu. Moi, il y a cette troisième phase ici que je vais parler, c'est le joueur fait la passe, et ensuite ils veulent combiner en 1-2 ou jouer rapidement dans des espaces courts. Et là il y a un petit truc qui coince encore, parce que quand on veut jouer court, quand on veut jouer rapide dans des espaces comme ça, ce qui compte c'est la fluidité et le timing en fait. Et pour le moment, ça manque pour moi encore un peu de fluidité, ça manque un peu de justesse dans le timing. Et hier, ce qui nous a sauvés dans ces phases de jeu-là, c'est le contre-pressing qui faisait en sorte que même si la balle était un peu déviée, même s'il manquait de précision, on allait rechercher ce deuxième ballon et on repartait sur le côté à ce moment-là pour continuer l'offensive. Mais cette phase de jeu directement, voilà, je pense qu'il y a cet axe-là à améliorer, mais ça c'est un axe qui doit s'améliorer avec le temps, avec de l'entraînement, et avec le jeu en fait, avec le temps que ça va prendre. Mais voilà, c'est des zones automatismes en fait qui doivent se travailler avec les matchs. Donc s'il y a un axe à améliorer, le premier ça serait celui-là. Deuxième axe à travailler et à améliorer, c'est le choix des latéraux. Donc Baldé, quand on lui donne la balle, il doit déborder, et je trouve que ses appels sont meilleurs. Je trouve que ce qu'il fait est beaucoup mieux qu'en début de saison, ou l'année passée, ou il y a 2 ans. Je trouve qu'il a beaucoup gagné en maturité, mais malgré tout, il doit apprendre à lever la tête et à faire des centres corrects. Et si c'est pas des centres
en l'air, ne fût-ce que la balle en retrait dans des positions dangereuses et tout ça, je pense qu'il doit apprendre à lever la tête. Ça, c'est un truc à améliorer de manière individuelle avec Baldé. C'est il doit absolument travailler ses centres, travailler ses crochets, travailler ses dribbles, travailler sa vista, sa percussion, ça va, mais il doit travailler la vista, la vision de jeu, il doit travailler la finition, il doit travailler le centre, et ça, c'est du travail qui doit se faire de manière individuelle avec le joueur. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça en lui expliquant, non, c'est vraiment du travail individuel. Et de l'autre côté, Lamine Yamal, donc je sais, il a 17 ans, il met un doublé, il est fort, il est meilleur passeur limite, et il est exceptionnel. Mais malgré tout, il y a parfois des choix qui ne sont pas bons du côté de Lamine Yamal, et hier, ça a été camouflé par ces 2 buts, mais ça arrive assez souvent qu'il y a ce choix qui est pas bon. Et donc de ce côté-là, il faut aussi travailler avec lui. Donc ou tu débordes et tu lèves la tête, tu fais le centre, tu fais ton crochet extérieur, tu fais le centre au 2e poteau. Il a ses trucs, parce qu'il a ses réflexes, il a sa manière de jouer, mais je pense qu'on peut encore peaufiner un peu plus ce côté-là. J'ai pas envie de vous dire il est nul, il y a des déchets, c'est comme Baldé, beaucoup de choses se sont améliorées. Lamine Yamal, beaucoup de choses se sont améliorées aussi, mais vu qu'on parle d'axe d'amélioration, je trouve que dans ce secteur-là, ces 2 secteurs-là, il y a encore possibilité d'apporter plus de danger dans le rectangle. Et en parlant de rectangle et de plus de danger, autre axe d'amélioration, c'est Robert Lewandowski. Il faut absolument qu'on le remette en mode sérieux. 11 buts marqués, un seul but, c'est lui. À un moment donné, le gars, il doit mettre 3-4 buts. Quand tu mets 11 buts, 3-4 buts, ça doit être lui, normalement. C'est lui, le numéro 9, c'est lui, le buteur. Alors aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de problème, parce que Lamine Yamal, il marque, parce que Rafinha, il marque, parce que Pedri, il marque, Olmo, voilà, tout le monde marque, c'est la fête, c'est festiflique, tout va bien. Mais le jour où tous ceux-là, ils vont avoir du mal, qui vont essayer plutôt de chercher le numéro 9, parce que eux n'arrivent pas à rentrer dans le rectangle, n'arrivent pas à se mettre en position, ils vont essayer de chercher par la passe un numéro 9 qui est capable de mettre ce but que eux sont en incapacité totale de le mettre. Tu as besoin d'avoir un numéro 9 qui met des buts. Donc axe d'amélioration, remettre Robert Lewandowski dans des bonnes, il est dans de bonnes conditions, mais le remettre lui en conditionnement pour qu'il mette des buts. C'est important, un numéro 9 doit mettre des buts. Ça, c'est un autre axe d'amélioration. Défensivement, pareil. Plusieurs fois, j'ai vu Baldé avoir du retard sur, sur les défenseurs. Le mauvais positionnement de Baldé plusieurs fois aussi. C'est, voilà, je sais que je tape sur Baldé ici, mais c'est parce que quand... Allez, si je tape sur Baldé, c'est parce qu'il a la capacité de le faire. Si je tape sur Baldé comme ça ici, c'est parce qu'il peut le faire. Il a tout pour réussir. Le physique, la vitesse, la bonne formation Masia, il a tout. Il a tout. Le bon entraîneur, le bon entourage autour de lui. Il y a énormément de choses qui font que Baldé peut devenir un super défenseur à la Davies, par exemple. Alphonso Davies. Je suis convaincu de ça, je suis sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai plus d'exigences envers Baldé. C'est pas que je lui tombe dessus gratuitement comme ça. C'est parce que pour moi, il a des axes d'amélioration et qu'il peut obtenir un potentiel de dingue, ce joueur. Parce qu'il a un potentiel de dingue, ce joueur. Et donc, je veux vraiment, s'il y a un axe d'amélioration, Baldé est l'un des axes d'amélioration prioritaires pour moi au Barça actuellement. Je vais pas vous dire Ferran Torres doit améliorer, doit arrêter de faire du catch et des trucs ainsi. Je m'en fous. Lui, il n'a pas d'axe d'amélioration. Il est à son prime, là, actuellement. C'est triste à dire, il est à son prime. Mais quand je parle d'un Baldé, c'est parce que lui, il a ce truc qui peut aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est pas que j'ai une dent contre Baldé, les gars. Attention. Hein. Donc, merci Dave pour ta superbe question. Alors, El Bachirlo. Bonjour la frite. Avec l'absence de plusieurs de nos milieux, qui prendriez-vous pour suppléer Pedri, car El Grande Casado joue déjà en 6. Bon, déjà, ne vous vois pas, ça sert à rien. Tu sais très très bien, on va se tutoyer, les gars, on est tous des fans du Barça. Je remets la caméra bien, voilà, c'est parfait. Est-ce que je suis mieux comme ça? Ouais, je suis mieux comme ça, je pense. Oh, j'en sais rien. Bref. Moi, déjà, qui prendrait suppléer Pedri? Pour moi, pour suppléer Pedri, et je pense que ça va répondre à une question de beaucoup de gens que se posent aujourd'hui avec Olmo, c'est que pour moi, Pedri et Olmo doivent se suppléer l'un l'autre. Là, actuellement, c'est parce qu'il manque des milieux de terrain, il manque des joueurs et tout ça. Et donc, tu as Pedri et Olmo en même temps. Mais pour moi, Pedri et Olmo sont le remplaçant de l'un et de l'autre. C'est une manière de gérer un peu le temps de jeu comme le faisait la sélection espagnole avec Pedri et Olmo pour justement éviter les blessures et que quand tu fais un remplacement, un changement de joueur, tu ne perds absolument pas en qualité de joueur. Tu as un profil différent, mais tu perds pas en qualité, tu perds pas en danger par rapport... Voilà. Ton collectif reste excellent. Donc,
pour moi, voilà, il n'y a pas. C'est surtout les retours, comment on va les intégrer. Est-ce que tu mets un Frenkie en 6? Est-ce que tu mets un Garcia en 6? Est-ce que tu mets un Casado en 6? Ou est-ce que Frenkie, tu le mets dans le rôle de Pedri actuellement? Comme ça, tu peux faire tourner. Est-ce que Gavi serait serait le remplaçant naturel alors de Frenkie? Donc ça veut dire que tu aurais ton milieu de terrain avec Pedri et Olmo qui peuvent se remplacer l'un l'autre, un Frenkie Gavi qui peuvent se remplacer l'un l'autre, un Casado et Casado et Garcia qui se remplacent l'un l'autre. Pour moi, Rafinha, son remplaçant naturel, c'est Fermin Lopez. Je sais que ça peut paraître bizarre, vous allez me dire, oui, mais c'est un milieu de terrain. Mais la manière dont il presse, la manière dont il tire, la manière dont ils prennent les informations, la manière dont il joue, Fermin Lopez, Rafinha, pour moi, c'est plus ou moins le même profil. Tu pourras avoir cette même intensité, ce même truc et tout, parce que Rafinha joue dans le demi-espace et apporte dans la profondeur, ce que Fermin Lopez peut faire également. Donc voilà, pour moi, c'est des joueurs qui peuvent se suppléer l'un l'autre et qui peuvent apporter un plus. Donc je pense que le milieu de terrain, la gestion, quand tout le monde sera là, il n'y aura pas de souci. L'expulsion de Ferran est un avantage ou un inconvénient? Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, Ferran Torres, tu peux pas le faire jouer en plein soleil sur un terrain sec. C'est un requin. Il faut qu'il pleuve, qu'il drache, comme on dit en Belgique. Il faut qu'il pleuve comme fou. Il faut que le terrain soit noyé. D'ailleurs, les plus bons matchs de Ferran Torres, c'est sous la pluie, les gars. Ça, c'est une erreur d'Hansi Flick. Faire jouer un requin sur terrain sec. N'importe quoi. Ça, c'est un manque de connaissances aquatiques footballistiques. Je vous le dis, moi. Fermin Lopez devrait être titulaire indiscutable. Tu crois pas? Non, il est blessé pour le moment. Donc non. Torre devrait beaucoup plus jouer. Tu crois pas? Alors, Pablo Torre. Il y a 2 ans, quand il est arrivé au Barça, il avait un problème de physique. Hansi Flick l'a essayé et je l'ai vu aussi en pré-saison et je trouve que physiquement, je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir le niveau. Techniquement, Pablo Torre est, je pense, aussi bon, j'abuse peut-être. Il est très très fort. Pablo Torre techniquement très très fort. Vista très très fort. Coup franc très très fort. Il a un jeu de passe, un dribble, un contrôle de balle exceptionnel, ce joueur. Mais je pense que s'il joue pas pour le moment autant de minutes qu'il devrait, c'est parce qu'il doit encore travailler son physique. Quand tu vois l'intensité qu'on met dans les matchs, tu as besoin d'avoir un joueur qui puisse suivre cette capacité. Quand il reste 15 minutes de match, 10 minutes de match, 5 minutes de match et qu'il y a un remplacement, même si tu gagnes 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, tu dois mettre cette même intensité que les joueurs mettent depuis le début du match. Est-ce que Pablo Torre a cette capacité physique à pouvoir le faire? En tout cas, je pense que s'il l'avait, Hansi Flick ne se gênerait pas de le mettre sur le terrain. Et il y a énormément de pression actuellement et de concurrence au Barça. Regardez Ferran, il rentre, il a la rouge. S'il a la rouge, c'est parce qu'on lui demande de mettre énormément d'intensité. Il y a énormément de pression et peut-être que cette pression-là, elle est dure à gérer pour certains joueurs, que cette intensité qu'on demande, elle est compliquée à avoir à chaque instant et que tu sens que peut-être physiquement, tu dois encore travailler. Donc pour moi, Pablo Torre, je pense qu'il manque de travail physique, mais vu ce qu'il voit aux entraînements, vu qu'il voit quand Hansi Flick fait confiance aux joueurs, vu tout ça et que vraiment c'est tout un noyau qui doit être pris en compte, tout un noyau qui doit absolument faire partie de ce groupe. En plus, Hansi Flick a demandé qu'il reste. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu comme Ansu Fati. Il y a du travail physique qui se fait derrière et à un moment donné, on le verra. On le verra. Je suis convaincu qu'on le verra à un moment donné. Bonsoir la frite, Daniel Olmo est trop fragile. Tu ne trouves pas? On savait que Daniel Olmo avait des soucis. On savait que Daniel Olmo, c'était pas évident. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est parce qu'il y en a beaucoup d'autres blessures aussi. Mais pour moi, Daniel Olmo est le remplaçant de Pedri. Et Pedri est le remplaçant de Daniel Olmo. Donc à un moment donné, quand Frenkie va revenir, quand Gavi va revenir, que tu vas avoir un peu plus de largesse dans tes remplacements, que même Fermin revienne, je pense que tu vas avoir un peu moins de temps de jeu pour Olmo, un peu moins de temps de jeu pour Pedri, tu vas avoir une meilleure rotation, tu vas pas perdre en qualité, comme je vous dis. Olmo pour Pedri, Gavi pour Frenkie, Garcia pour Casado, Fermin pour Rafinha, je pense qu'en qualité de jeu, tu ne perds absolument rien. Et ça va être important. Tu crois que ça va durer le rythme de victoire à plus d'un but d'écart? Parce que j'en ai marre des 2-1, je préfère les 7-0 ou les 4-1. Aïe, moi je commence à m'habituer à ça, hein, les gars. Le jour où on va gagner 1-0, 2-1, je vais faire la gueule. Hein. Je vais faire la gueule, on va prendre les 3 points, on va peut-être bien jouer, tout ça, mais je vais faire la gueule. Hein. Je vais dire, mais ils sont où les autres buts? Pourquoi Robert il marque pas? Pourquoi Lamine n'a pas... Ah, je vais devenir fou. Hein. Je suis en train de m'habituer à un truc auquel je sais que je ne dois pas m'habituer, parce que tu vas avoir des matchs compliqués, tu vas avoir des matchs où ça va être fermé, c'est dur, hein, les gars, on est en train de s'habituer, on nous habitue mal.
J'entends les autres supporters dire que le Barça ne pourra pas tenir le rythme. Mais moi, je pense qu'on est supérieur à 90% des autres clubs. Qu'en penses-tu de ma thèse? Bah, je vais être franc avec toi. Les autres clubs, je m'en fous. Mais soyons clairs, hein, je m'en fous des autres. Tu peux venir me dire City, il a 3 équipes. 3 équipes, il peut faire 600 remplacements. Je m'en fous. Tu peux me dire Chelsea, ils ont acheté pour faire 4 équipes de foot pour aller en Ligue 2. Je m'en fous. Je m'en fous. Le Real Madrid, t'as vu, ils ont le trio de malades, un milieu de terrain et tout, ça joue bien. Même si en ce moment ils jouent mal le Real Madrid, ils perdent pas de match et tout. Donc ça veut dire que, imagine-toi le jour où le Real va bien gagner, comment va bien jouer, comment ils vont gagner des matchs, ça va être une folie. Il faudra faire attention à tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Est-ce qu'on a un meilleur effectif que tous les autres? Moi je vous ai dit, nos 13, 14, 15 joueurs vraiment qui pourraient être titulaires au Barça sont d'un niveau suffisant pour aller gagner une Ligue des Champions. Sont d'un niveau suffisant pour aller gagner une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Roi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on a la profondeur de banc et le physique qu'il faut pour tenir sur toutes les compétitions? J'ai un doute. Clairement, j'ai un doute là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer. Est-ce qu'on a mis l'objectif sur la Liga? Je pense que oui. Hansi Flick actuellement voit que ton concurrent direct en Liga, c'est le Real Madrid. Il le voit, qu'ils sont en difficulté actuellement, qu'ils n'ont pas encore leurs automatismes, que c'est pas facile, donc ils vont peut-être encore perdre des points la semaine prochaine, la semaine d'après, ou peut-être dans un mois, ils vont peut-être perdre des points. Donc je comprends l'idée d'Hansi Flick de mettre ce 11 type, de ne pas faire vraiment beaucoup de rotation et d'essayer de tuer les adversaires le plus vite possible pour faire la rotation en deuxième mi-temps. Je comprends parce que tu as besoin de prendre les points maintenant, parce que si tu as un souci physique à mars, avril, et qu'à ce moment-là, tu as en plus la Ligue des Champions, que tu es encore en Ligue des Champions, tu vas vouloir mettre toutes tes billes peut-être en Ligue des Champions, peut-être perdre 2-3 points en championnat, mais c'est pas grave parce que tu auras pris les points maintenant. Donc, est-ce que c'est aussi une façon de gérer? Tu dois faire le maximum pour gérer le truc. Maintenant, ça va dépendre de ton rythme que tu as maintenant, ça va dépendre des points que le Real Madrid va perdre aussi en championnat, et est-ce que toi, tu vas pouvoir poursuivre cette continuité jusqu'au moment où ça peut lâcher un petit peu? Franchement, c'est extrêmement compliqué. J'ai envie de te dire, on peut jouer toutes les compétitions, mais on peut aussi perdre toutes les compétitions. Voilà. On a un bon effectif. Est-ce qu'on a une profondeur suffisante? Je sais pas. Maintenant, Hansi Flick travaille beaucoup avec beaucoup de joueurs aussi. Peut-être qu'il est en train de les préparer pour la deuxième moitié de saison, parce qu'il faut penser à ça. Peut-être que là, on a notre équipe type première partie de saison. Peut-être qu'on va avoir une équipe type deuxième partie de saison avec d'autres joueurs qui reviennent de blessures, avec d'autres joueurs à qui il travaille actuellement pour les préparer pour la suite. Donc on ne sait pas, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement. Alors d'ici 2026-2027, si nos finances sont au taquet, quels sont les joueurs que tu vois pour le mercato pour renforcer notre équipe sur tous les postes importants? Avec Moussiala qui ne prolonge toujours pas, et sur le mercato, ça tire à balles blancs, City, Madrid, PSG, ça tire des balles réelles, j'ai peur pour notre Barça. Alors on verra d'ici 2026-2027, c'est trop tôt pour en parler. Les finances commencent à s'améliorer, maintenant quel joueur on doit prendre, j'en sais rien, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, il faut voir quel joueur va prolonger. Est-ce que Frenkie va rester? Est-ce que Rojo va rester? Est-ce que Robert Lewandowski va prolonger aussi? Donc ça voudrait dire qu'il te faudrait un 9, un milieu, peut-être un défenseur central. Est-ce que derrière Hector Ford est suffisant pour suppléer Koundé? Est-ce que derrière Baldé va faire la saison, il va la tenir physiquement en sachant qu'il a eu des problèmes physiques? C'est beaucoup de choses qu'il faut voir et qu'il faut en même temps... Je pense que c'est trop tôt. Il y a beaucoup de joueurs moi qui m'intéresseraient sur le marché et je sais pas, c'est trop tôt. Selon toi, il nous manque quoi pour se comparer aux top clubs européens tels que Bayern, City, Liverpool, Real? Déjà, j'ai envie de te répondre, Alimu Yacine, te compare pas aux autres. Clairement, te compare pas aux autres. On est unique. On a un gros club, on a une grosse histoire, on a notre cœur qui est la Masia. Et il n'y a pas 2 clubs comme le nôtre en Europe et dans le monde. Il n'y a pas 2 clubs aussi grands que le nôtre. Il n'y a pas 2 clubs avec notre histoire à nous. Et actuellement, le Bayern n'est pas un top club européen. Actuellement, le Bayern est un grand club européen, mais n'est pas le top club européen qu'on peut avoir les autres années. Manchester City, actuellement, est peut-être l'un des meilleurs clubs, les mieux fournis, les mieux structurés en Europe. Mais
Est-ce que ça fait obligatoirement gagner des titres? Je pense pas en Europe. Liverpool vient de perdre Jürgen Klopp et tout ça, et Liverpool, est-ce que c'est un grand club européen réellement? Je sais pas. Le Real Madrid est peut-être le club le plus compliqué à battre et peut-être le club le plus grand après le Barça. Et j'ai envie de te dire, le Real, ben, on verra avec les deux classicos qui vont arriver. Celui fin octobre, je pense. L'autre, j'ai pas la date. Mais on verra déjà avec le Real Madrid. Les autres clubs, on est bien plus grand qu'eux. Croyez-moi, on est bien plus grand qu'eux. Et s'il y a un club qui est juste en dessous de nous, je pense que le Real Madrid est peut-être le club le plus proche de nous sans être au-dessus de nous. Voilà. C'est mon opinion personnelle. Et s'il y a des Madrilènes dans la vidéo qui disent mais t'es fou, je m'en fous. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Merci d'avoir participé à la FAQ. Il y en aura un après chaque match parce que je trouve que c'est assez sympa, on peut échanger. En attendant, n'oubliez pas, code promo LAFRITE, 10% de remise, vestiairestore.com. Abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas. C'est que du foot, les gars, que du foot. Et ça, c'est beau.